directe, qui a été organisée par l'association AMEL. Les deux premières conférences qu'on avait prévues au mois de mars, qui devaient se dérouler ici, avec la crise sanitaire, ça n'a pas été possible. Du coup, on les a faites en visio. On vous donnera les coordonnées si ça vous intéresse de les visionner. On les a mis sur un site internet. La première conférence qu'on a réalisée, vous entendez pas? Ah. Et les autres? Donc la première conférence qu'on a réalisée, c'était sur la démocratie directe athénienne, qui a été mise en place du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ. On a présenté son fonctionnement de manière un peu succincte. Et après, on a tenté de faire un parallèle entre sa démocratie de l'époque et la démocratie de nos jours. La deuxième conférence, je crois que nous avons étudié les passages possibles à la démocratie directe au jour d'aujourd'hui. Et nous avons eu le témoignage d'un maire qui a mis en place une expérimentation de démocratie directe dans son village suite aux élections de 2020. Donc il nous a raconté un petit peu comment ça se passait avec les habitants, l'implication de chacun, etc. C'était très intéressant. Et nous avons également eu l'intervention d'Annick Stevens, qui est une professeure de philosophie, mais qui a l'habitude d'animer beaucoup de conférences et de débats sur la démocratie directe et le municipalisme libertaire. Alors ce soir, donc sur la troisième, c'est Anthony Ramos-Costa qui va nous présenter donc, la démocratie et le numérique. Je vais lui laisser la parole. Je voudrais juste préciser 3 petites choses avant. Nous souhaitons donc filmer la conférence pour pouvoir la diffuser ensuite, de façon à ce que tous les gens qui n'ont pas pu venir ce soir puissent la regarder. Donc bon, il n'y aura pas le public sur le film, mais dans le principe, je vous demande quand même si vous êtes d'accord. D'accord. Et ensuite, nous souhaitons que la conférence soit aussi l'occasion d'un débat. Donc Anthony va essayer de tenir à peu près sur 1 heure, plus ou moins. Et si vous avez après des questions, des remarques, sont les bienvenus, bien sûr. On aimerait que ce soit assez interactif en fait. Et par contre, la salle, on doit la libérer pour 19h30. Je préfère préciser. Voilà. Et enfin, je vous donne l'information aussi, on va organiser la 4e conférence de ce cycle, la semaine prochaine, ici, même heure, même endroit. Et ce sera Annick Stevens qui viendra l'animer. Elle nous fera une présentation du municipalisme libertaire selon Bookchin, qui est une forme de démocratie directe aussi. Voilà, c'est tout pour moi. La parole est à vous. Merci. Alors, j'avais choisi pour titre de cette conférence « Le numérique peut-il être au service de la démocratie ?» Bon, globalement, il fallait une question un petit peu pour orienter la conférence. L'idée, c'est d'analyser de manière très succincte les rapports qui peuvent exister entre les technologies numériques et le gouvernement politique sous sa forme démocratique. Et pour alimenter, on va dire, la publicité par rapport à cette conférence, j'avais écrit un petit texte que je ne vais pas vous relire ici. Je ne sais pas si certains l'ont lu, un petit texte de présentation. Je vais vous en dire l'essentiel de cette manière-là. Je souhaitais montrer, et je souhaite montrer dans cette conférence, que les promesses originelles du numérique, c'est-à-dire davantage de démocratie, davantage de participation, un débat public beaucoup plus ouvert, la possibilité de recourir à de plus en plus d'outils numériques qui favoriseraient le débat public, toutes ces promesses ne semblent à l'heure actuelle pas tenues. Et ce que je souhaitais développer, c'est cette idée qu'il y a une tension entre ces promesses que nous offre la technologie et la réalité derrière tout cela. Donc, l'idée, ça va être de faire un petit panorama des questions politiques relatives au numérique. Je ne rentrerai pas dans le détail, notamment pas dans des détails techniques. L'objectif, c'est que tout le monde puisse, évidemment, à partir de cette conférence,
réfléchir. Je soulèverai donc certainement plus de questions que je n'apporterai de réponses, mais c'est un biais on va dire professionnel, fait de ma position de professeur de philosophie généralement. Voilà. On a l'habitude de soulever des questions et de laisser à chacun la réflexion. Peut-être commencer cette conférence par définir ce que j'entends ici par numérique. Je vais le définir dans un sens relativement simple. On va considérer que le numérique, c'est un ensemble de pratiques consistant dans l'utilisation de ce qu'on appelle généralement les nouvelles technologies. Alors, ce sont des technologies qui permettent une circulation quasi instantanée de l'information. L'information circule vite, et ça, je crois qu'on en fait tous le constat. La démocratie, je vais, pareil, le prendre dans un sens très large. Pour le moment, je serai amené à spécifier à un moment de cette conférence. Mais on va considérer la démocratie comme un ensemble de pratiques visant deux choses. Un idéal d'égalité dans les relations entre les personnes. Ça semble être extrêmement important pour la définition de la démocratie. Et un idéal de liberté. Liberté de choix, de conscience, d'autonomie, d'émancipation. Égalité, liberté sont, il me semble, au fondement de ce qu'on entend généralement par démocratie. Pour commencer cela, j'aurais souhaité partir d'une affaire qui, au début de l'année 2014, a été un scandale. Vous en avez certainement entendu parler, du moins c'est arrivé dans les grands médias. C'est l'affaire de Cambridge Analytica. L'affaire de Cambridge Analytica, pour vous rappeler la chose, c'est une étude qui, prétendument scientifique, qui commence avec une autorisation spéciale de Facebook. Elle consiste dans l'étude de 50 à 60 millions de comptes Facebook. Cette étude, elle va porter sur les données. Les données, c'est l'ensemble des traces, généralement que l'on laisse en naviguant sur Internet. Ces traces, c'est le nom, le prénom que vous rentrez quand vous allez sur votre compte, c'est votre adresse mail, c'est l'ensemble des choses sur lesquelles vous cliquez, etc. Enfin, toutes ces données, elles sont collectées à partir du moment où on navigue sur Internet, sur un certain nombre de sites. Ces données, elles vont être subtilisées à l'insu des utilisateurs et elles vont permettre à la start-up Cambridge Analytica de proposer aux politiciens qui y font appel d'influencer les intentions de vote des électeurs. L'objectif affiché, il est clair. Christopher Willey, l'ancien employé de Cambridge Analytica, en expliqua le fonctionnement. Et il estime que l'élection de Donald Trump ainsi que le Brexit ont été rendus possibles par l'action de cette société. La société canadienne IQ avait créé un logiciel permettant de compiler l'ensemble des données personnelles à d'autres données. Bref, on compile entre elles les données, on compare et on regarde en fonction de l'intérêt électoral de chaque personne, de quelle manière on peut influencer le vote. En ciblant spécifiquement certains électeurs, on a pu, et l'idée de Cambridge Analytica était de faire balancer l'élection d'un côté ou de l'autre, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui sont généralement indécis. Évidemment, suite aux accusations portées, le 2 mai 2018, Cambridge Analytica se déclare en faillite. Je voulais partir de cette affaire parce qu'elle me semble être révélatrice d'un certain nombre de questions et d'un certain rapport que nous avons aux politiques à l'ère du numérique. Je crois qu'elle montre, premièrement, la faiblesse de nos convictions politiques. Les électeurs font en quelque sorte la girouette. Et cette faiblesse, elle est exploitée par des entreprises dont la force est d'être en mesure d'influencer les opinions dans le sens qu'elles souhaitent. À partir de là, le premier temps de cette conférence sera un temps de diagnostic. Je vais essayer de procéder en 3 temps. Premier temps de cette conférence, c'est un diagnostic. L'idée, c'est d'essayer d'évaluer, de penser notre rapport à la politique et à la démocratie, par rapport au numérique, bien entendu. J'y aborderai donc la question du débat démocratique, la question de la crise de la représentativité, la question ce qu'on appelle les GAFAM, des grandes entreprises du numérique,
et certainement la spécificité de l'outil numérique par rapport aux autres outils. Ça fait un gros morceau. Je pense que chacun de ces éléments aurait pu faire partie d'une conférence à part entière, mais je vais en esquisser, à dire les principaux aspects. Le deuxième temps de cette conférence sera après le diagnostic, peut-être une réflexion sur le traitement que nous, citoyens, pouvons apporter. Quelles solutions est-ce que nous avons pour proposer, pour transformer ce qui apparaît comme un poison pour le débat démocratique, aujourd'hui, le numérique, en un remède? J'y montrerai qu'il faut faire du numérique une question politique, qu'Internet est un outil politique et que les citoyens doivent s'en saisir. Le troisième temps de cette conférence, je l'espère, sera un temps de discussion sur potentiellement la manière dont nous, citoyens, envisageons l'avenir et peut-être sur des questions, j'aimerais, relatives à l'éducation au numérique. On pourrait poser ce dernier temps sous une forme un peu est-ce que notre avenir peut être encore utopique ou entrons-nous nécessairement dans une espèce de dystopie qui nous semble promise? Bref, on va dire tout simplement, l'objectif de cette conférence, c'est de réfléchir à la manière dont les citoyens peuvent utiliser les outils numériques pour davantage de démocratie et réfléchir aux conditions qui permettraient de rendre cela possible. Si c'est bon pour tout le monde, ça va en termes de vitesse, c'est bon. Okay. Je partirai et je commencerai mon diagnostic par la question du débat démocratique. Période d'élection présidentielle. Bon, je crois qu'on fera tous le constat devant les différents débats auxquels on a pu assister dernièrement que le débat démocratique ne se porte pas au mieux. Et c'est peut-être un euphémisme. Alors, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu une infographie représentant les différents thèmes du débat qui a eu lieu à droite il y a quelques jours. C'était hier peut-être, avant-hier. La quasi-totalité du temps de parole a été relative à l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat. Les autres choses, l'écologie, des choses comme ça n'existant pas. Et il semble, et c'est ce qui est peut-être inquiétant du point de vue du débat démocratique, que les thèmes du débat sont cadenassés par les chaînes d'information en continu, CNews, BFM, etc., qui font des choix de traiter des thèmes qui sont relatifs à l'audience et au buzz qu'ils vont pouvoir susciter. Les réactions des spectateurs, on va dire comme ça, je crois que c'est le premier critère, les réactions des spectateurs sur les réseaux sociaux, et le nombre de réactions que ça va susciter, détermine de quoi il faut parler. Sans cela, Éric Zemmour, il me semble, n'aurait pas pu se présenter à la présidentielle. Enfin, il est toujours pas le droit. C'est assez révélateur aussi des émissions d'actualité. Je pense à une émission comme celle de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, donne, et j'avais une infographie à vous passer derrière, mais c'est pas grave, je vais vous la dire comme ça, le temps d'antenne cumulé des principaux candidats en 2022 est très inégal. Et l'argument numéro 1 de Cyril Hanouna pour justifier ça est le suivant: on part de l'actualité. Zemmour, tous les soirs, il a une actualité. On part de l'actualité pour déterminer ce qui est l'actualité. Bref, on part du buzz pour déterminer de quoi il faut parler. Et ça, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est les médias traditionnels. L'idée, je crois, initialement prévue, notamment par ceux qui utilisent et par les concepteurs, on va dire, des réseaux sociaux, c'était de permettre de ne plus avoir cette verticalité des médias traditionnels, mais d'avoir une forme d'horizontalité. Que tout le monde puisse participer et déterminer les thèmes qui importent. Bref, les réseaux sociaux promettaient d'être des espaces libres, où chacun peut s'exprimer, où, contrairement aux médias traditionnels, qui sont possédés par un petit nombre de personnes, de grands groupes industriels, les réseaux sociaux promettaient davantage de pluralité. Une promesse pour davantage de démocratie. Un espace de libre-échange, dans lequel les individus seraient libres de s'exprimer comme ils le souhaitent. Ça, c'est la promesse. Qu'en est-il réel ?
Je vais vous lire très rapidement une petite citation d'une association qui s'appelle, alors des représentants de cette association, Arthur Messot et Benoît Piédalu, La Quadrature du Net, qui, dans un article, Facebook, Google & Co, les plateformes contre la démocratie, disent la chose suivante. Il ne faut pas attendre, je vous donne la citation parce qu'il le dirait mieux que ce que je pourrais dire moi-même. Il ne faut pas attendre des grandes plateformes qu'elles soient les garantes de la liberté d'expression ou de la démocratie. Facebook ou Twitter sont certes devenus des lieux de débat, y compris politiques, mais ce sont avant tout des entreprises privées. Leur modèle économique, leur organisation, est entièrement orientée vers le gain financier et le revenu publicitaire, qui représente jusqu'à 95% du chiffre d'affaires dans le cas de Facebook. Il s'agit donc pour elles d'organiser la visibilité des publications, de sorte à inciter les utilisateurs à rester ou revenir. Ce qui est totalement incompatible avec ce que pourrait être un outil de débat d'intérêt public. Ces plateformes sont des espaces privés, elles ne répondent à personne ou presque, et suppriment régulièrement des comptes, notamment de militants politiques. Ce qui est pointé par ces deux personnes, Arthur Messot et Benoît Piédalu, c'est que le fait que Facebook ou Twitter ou l'ensemble des réseaux sociaux actuellement soient possédés par des entreprises privées font que leur objectif n'est pas du tout de favoriser le débat démocratique. Elles s'en moquent. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs qui utilisent ces plateformes reviennent dessus. Et évidemment, considérer que ces réseaux puissent être des plateformes pour le débat public, c'est en quelque sorte se méprendre complètement sur l'intention qu'il peut y avoir derrière. Le rôle politique de ces plateformes, il s'est manifesté peut-être dans les grands médias, on le sait depuis longtemps, bien entendu, mais il s'est manifesté vraiment, je crois, aux yeux de tous, lorsque le 8 janvier 2021, les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump ont été fermés. En agissant ainsi, le 8 janvier 2021, Facebook et Twitter décident de clore les comptes de Donald Trump. En agissant ainsi, ces deux plateformes ont montré qu'il n'y a pas de neutralité sur ces réseaux sociaux, qu'ils sont pleinement engagés politiquement. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La liberté d'expression n'est jamais un droit absolu. Il s'agit toujours d'un droit relatif qui peut être limité dans certaines circonstances. Il y a des droits qui sont absolus. Voilà. Chose qu'on n'a absolument pas le droit de faire. Qui sont la torture, par exemple. La liberté d'expression, c'est un droit relatif. Et la limitation de ce droit, elle semble nécessaire en démocratie. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Ne serait-ce que des choses qui touchent, par exemple, au respect de la vie privée. Le problème, qui est le nôtre par rapport à la démocratie, c'est quand des entreprises privées, avec une puissance financière considérable, quand ces entreprises privées se posent en garant du débat politique, et donc on s'en sort. Et là, on a un problème. Comment des entreprises qui ont pour finalité du gain financier, faire des profits, peuvent devenir des entreprises qui décident de manière quasi légitime que telle ou telle personne ne doit pas s'exprimer. Évidemment, le compte de Donald Trump, c'est quelque chose de relativement anecdotique. Mais je crois que c'est assez symbolique pour devoir être mentionné. Peut-être de manière un peu moins anecdotique et un peu plus dangereuse pour nous. Je pense au règlement européen contre la diffusion du terrorisme en ligne, adopté le 29 avril 2021. C'est un règlement européen qui oblige les plateformes Internet à retirer dans l'heure tout contenu à caractère terroriste notifié par les autorités. Ça semble légitime. Et Facebook a été confronté à un certain nombre de problèmes de diffusion de messages terroristes. Et ça semble parfaitement légitime. Le problème, c'est toujours, qu'est-ce qu'on entend par contenu terroriste? L'utilisation que les États pourraient faire de cette formule relativement vague et inquiétante. Et si l'objectif initial apparaît comme louable, les dérives qui peuvent en résulter pour les partis d'opposition et pour les militants politiques, l'opposition que les plateformes peuvent, des plateformes comme Facebook, peuvent
mettre en place pour empêcher tel ou tel groupe politique de s'exprimer. C'est quelque chose qui est fondamental de penser par rapport au débat public. La modération est certainement nécessaire, mais cette modération, elle s'apparente et elle peut s'apparenter aussi à une censure politique. On peut penser à ce qui s'est produit durant la crise des Gilets jaunes. Des comptes, des pages ont été fermés. Et Facebook, dans ses conditions générales d'utilisation, pour être bien vu des gouvernements, les a modifiés. Donc, le règlement antiterroriste peut aboutir à une tentation d'instrumentaliser la modération à des fins de censure politique. Comment peut-on avoir un véritable débat démocratique dans ces cas? Cette question de la censure, évidemment, elle n'est pas neuve. Et elle prend place aussi dans la presse traditionnelle. Et pour la presse traditionnelle, d'ailleurs, elle a obligé la presse traditionnelle à s'adapter. Vous pouvez penser à l'espace commentaire. Je crois que la plupart des grands sites d'information, je pense à Le Monde, je pense les grands journaux, Le Monde, Figaro, etc., ferment plus ou moins leur espace commentaire. Parce que, s'ils le laissent ouvert, c'est un déferlement permanent de personnes qui viennent, ce qu'on appelle faire du troll. Le principe étant d'écrire des choses simplement pour faire réagir les personnes, se moque un peu de ce que l'on dit, du moment que les personnes réagissent en face, etc. Ça pose une question. Ça pose la question de quel contenu on laisse sur un site ou non, et quelle censure on pose en matière d'information. C'est une question complexe. J'ai pas de réponse à apporter. Mais ce qui est certain, c'est que, historiquement, les lois relatives à la censure ont généralement été mises en œuvre pour réprimer les mouvements politiques. Et on peut penser évidemment aux lois scélérates par rapport au mouvement anarchiste. Bref, la promesse initiale faite semblait être bonne. Permettre aux citoyens de débattre de manière libre en autorisant une circulation non contrôlée de l'information. Et cette promesse initiale, je crois que les gouvernements l'ont bien comprise. Et ils tentent aujourd'hui d'utiliser des outils numériques dans le cadre électoral. On parle de vote électronique, on parle de consultation directe de la population. Et je crois que de plus en plus, on parle d'introduire davantage de démocratie directe au sein de notre gouvernement représentatif. J'ai du mal à dire démocratie représentative. Excusez-moi, c'est une question à part entière, mais quand on veut véritablement parler de démocratie quand il s'agit de représentation, c'est une question philosophique extrêmement importante et politique extrêmement importante. Donc, on parle de démocratie directe au sein des gouvernements représentatifs. Et, bien entendu, cela pose des problèmes techniques sur lesquels je passerai. Comment faire en sorte qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, etc. Ce sont des questions, pareil, importantes, mais qui dépassent notre cadre ici. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est au-delà des problèmes techniques que, par exemple, des consultations directes de la population à grande échelle demandent, c'est qu'il peut y avoir une utilisation perverse de ces consultations. Légitimer des décisions politiques sous couvert d'une consultation de la population qui n'en est pas réellement une. Et ça, c'est un problème auquel, peut-être dans l'éducation nationale, on est assez confronté. On prend des décisions et on nous dit « il y a eu une consultation, vous n'étiez pas au courant ?» Non, nous n'étions pas au courant. Et c'est des phénomènes que l'on peut voir. Tel sondage, on va faire un appel au sondage, tel sondage estime que on a fait un sondage en ligne et on estime que telle partie, tel pourcentage de la population est favorable à telle réforme. Bon, voilà. Il y a une forme de consultation qui a été faite de la population. On parle alors de consultation où donc on met en place des outils qui permettraient davantage de démocratie directe. On considère que pour lutter contre l'abstention, il faut mettre en place le vote électronique. Comme si ça allait résoudre magiquement la question de l'abstention.
Comme si, finalement, cette question de l'abstention n'était pas avant tout, était une question technique, en fait, et pas avant tout un problème politique. Bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse régler la question du désintérêt pour les questions politiques simplement en mettant en place un vote électronique. Mais je crois que c'est révélateur de la manière dont les outils techniques sont appréhendés, sont conçus par les gens au pouvoir. Comme si, finalement, les problèmes politiques pouvaient se résoudre à partir de solutions techniques. C'est par exemple ce qu'on nous promet aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. De résoudre les problèmes de notre société en laissant des algorithmes décider à notre place. Bon. Je crois que ça a certaines limites quand même. Et cette limite, elle tient au fait que, il me semble qu'il y a deux ordres différents et qu'on a tendance à les confondre. Il y a l'ordre de l'outil, de ce qu'on utilise pour atteindre un certain nombre de buts, un certain nombre d'objectifs, l'outil technique, et il y a le champ politique. Et le numérique, donc le champ politique étant le champ justement où on délibère, on dialogue, on décide ensemble des solutions. Et le problème du numérique est qu'il vient mettre de la confusion entre ces deux ordres. Et c'est peut-être un des derniers points que je souhaitais soulever dans ce petit temps de diagnostic. Le numérique, c'est pas qu'un ensemble d'outils. C'est pas utiliser un ordinateur, se connecter à Internet, aller consulter des informations sur un site, parce qu'on a besoin de telle ou telle chose. C'est pas comme prendre sa voiture qui nous permet de faire plus rapidement la même route que nous étions habitués à faire à pied. Le numérique a modifié considérablement nos pratiques et le sens qu'on peut leur donner. Il y a une grande différence entre les outils, peut-être on pourrait dire les outils techniques de première génération, que sont le marteau, la scie, etc., ces outils manuels qu'on utilise, et quand j'ai fini de m'en servir, je les pose et je vais faire autre chose, et l'ordinateur, ou ces ordinateurs de poche que sont les téléphones portables. Ces outils ne nous quittent jamais, en fait. Parce qu'ils modifient aussi assez profondément, je crois, notre rapport au monde, notre rapport aux choses, notre rapport aux autres. Par exemple, participer à un événement. Cette conférence, elle sera diffusée ensuite. D'autres personnes pourront la visionner. Si elle était diffusée en direct, les personnes pourraient réagir en direct. Et je pourrais aussi, par exemple, c'est ce qui se passe sur les plateformes de streaming en direct, je pourrais aussi consulter la réaction des personnes par rapport à ce qui se produit. Ça change totalement ma manière d'être, ma manière de participer à quelque chose. Bon, j'ai pas compris ça, c'est pas grave. Je pourrais revoir la vidéo et essayer peut-être de comprendre à nouveau. Quand, et vous le voyez quand il y a un débat politique à la télévision, ce que je disais au début, ce débat politique, il est marqué aussi par la réaction des spectateurs. Et je ne sais pas si vous, par exemple sur Twitter, si vous regardez un peu les comptes de personnalités politiques, en même temps qu'ils sont en train de parler sur un plateau télé, il y a quelqu'un, community manager, qui diffuse sur les réseaux sociaux ce que la personne est en train de dire. Et que vous pouvez avoir, en même temps que le débat, suivre les réactions des gens. Qu'est-ce que ça dit, ça? Normalement, la politique, normalement, réfléchir, penser, ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que ça demande à ce que nous passions par un temps de réflexion. Si on est dans la réaction immédiate, on n'a pas ce temps de réflexion. Et ça change énormément de choses par rapport à notre manière d'appréhender le monde. On le voit par rapport, je crois, à des jeunes. Bon, quand on est en cours, on ne peut pas mobiliser l'attention des jeunes comme peuvent le faire des réseaux sociaux qui vont en permanence toucher, chercher à déclencher des émotions. Enfin, le débat politique, c'est ça. Bon, le dernier que j'ai regardé étant celui entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, bon, voilà, on est dans
dans la réaction. On est en permanence dans quelque chose qui est de l'ordre des passions, on dirait comme ça, hein, de l'émotion que ça peut susciter. Et c'est redoublé, tout cela, par, évidemment, les outils numériques et les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire que ce soit anodin d'utiliser un ordinateur, d'être connecté en permanence sur des réseaux sociaux. L'outil numérique, à plus forte raison, hein, cet outil qui... c'est Alain Damasio qui a cette formule, je ne sais pas si vous le connaissez, l'auteur de fiction, Alain Damasio, qui dit nous sommes, enfin c'est un outil qui est en nous et nous sommes en lui. Il parle dans un de ses derniers livres de technococon. Bon, le numérique, c'est quelque chose qui nous prend en charge, qui nous amène, hein, qui a pour but de faire que tout se passe pour le mieux, je veux dire, dans le meilleur des mondes possible. Le numérique change notre façon d'habiter le monde. Et l'homme n'a pas une nature indépendante des outils dont il se sert. Nous sommes, nous, à l'ère du numérique, des hommes différents, qui fonctionnons différemment, qui avons un rapport différent avec ce qui nous entoure, l'espace, le temps, etc. Pour prendre l'exemple tout bête, je crois que c'est celui du GPS. Bon, chose que je pense quasiment tout le monde utilise ici. Si nous ne sommes pas tous sur des réseaux sociaux, le GPS nous l'utilisons tous. Et il est très clair que utiliser le GPS a considérablement transformé notre manière de voyager, notre manière de nous retrouver dans un lieu que l'on ne connaît pas. On peut s'orienter immédiatement, savoir à peu près où on est, sauf si on est dans la montagne et que là, on n'a plus de réseau et on n'a plus rien. Mais justement, parfois, à force d'utiliser le GPS, quand ça vous arrive, on est complètement perdu. Il faudra apprendre à utiliser une boussole. C'est toujours facile. Alors, par rapport à ce constat, qui semble être un constat relativement négatif, quelle solution avons-nous, citoyens, en notre possession, afin d'utiliser les technologies de l'information pour davantage d'égalité et de liberté? Et peut-être faire en sorte qu'elles ne nous transforment pas totalement. Quand on pense numérique, on pense du coup aux grandes entreprises privées, on pense au réseau Facebook, on pense à tout finalement tout ce qui est immédiatement accessible. Mais avant de parler de tout ça, je souhaiterais mentionner une vieille histoire que Platon lui-même considère comme étant vieille. Platon, c'est il y a 2300 ans. Donc, une vieille histoire qu'il compte des Égyptiens. Et il raconte, alors, dans le Phèdre de Platon, il fait raconter cette histoire-là. C'est Socrate, hein, la bouche de Platon. C'est Platon qui fait raconter à Socrate cette histoire. Et il parle du roi Thammuz, qui régnait autrefois sur une ville de Haute-Égypte. Et le roi Thammuz reçoit le dieu Thoth. Thoth, c'est l'inventeur des chiffres, du calcul, de la géométrie, de l'astronomie, de l'écriture et de bien d'autres choses. Et Thoth présente ses inventions au roi et lui demande de les diffuser parmi les Égyptiens. Et c'est un texte que je trouve fascinant. Lorsqu'il arrive à l'écriture, lorsqu'il arrive à parler de l'écriture, Thoth vante les mérites de l'écriture et le roi lui rétorque. Je vous lis très rapidement le passage. Très ingénieux, Thoth, dans l'invention de l'écriture. Mais tel est capable de créer les arts, tel l'est de juger dans quelle mesure ils porteront tort ou seront utiles à ceux qui devront les mettre en usage. Ceux qui les créent ne sont pas ceux qui doivent les juger. Je crois que c'est extrêmement important, cette leçon de Platon. Et il continue, je vais passer très rapidement, en disant à Thoth que comme il est le père de l'écriture, par bienveillance, il lui attribue des effets contraires à ce qu'elle a. Il dit car l'écriture aura deux effets néfastes. Elle développera l'oubli dans les âmes de ceux qui l'auront acquise, parce qu'elle amènera à négliger la mémoire. Vous avez écrit, vous n'avez plus besoin de l'apprendre. Chose que se dit souvent par rapport à tout ce qu'on peut stocker dans nos machines, les numéros de téléphone par exemple.
plus besoin de les apprendre, on les a tous direct sous la main, etc. Et il dit, l'écriture donnera l'apparence de la science, l'apparence du savoir, plutôt que le savoir lui-même. Parce que ceux qui auront simplement lu ce qui est écrit ne l'auront pas pensé, ne l'auront pas vécu. Et ce texte, il m'intéresse parce qu'il pose la question de qui doit juger. Qui doit juger si telle invention est bonne ou mauvaise. Et ceux qui doivent juger, ce ne sont pas les inventeurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie quand on regarde... je me souviens d'avoir regardé ce documentaire... Google avait fait une série de documentaires sur l'intelligence artificielle. C'est criant de ce que dit Platon là, c'est-à-dire que ce sont des ingénieurs de chez Google qui expliquent à quel point l'intelligence artificielle c'est fantastique et ça va résoudre tous les problèmes de notre société. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et pour juger, il ne faut pas juger en tant que consommateur. Après tout, on est souvent réduit à l'état de consommateur. Bon, si on l'utilise, c'est que ça doit être bon, sinon on ne l'utiliserait pas. Je ne crois pas que c'est en tant que consommateur qu'on doit juger. La consommation, le fait qu'un produit se vende, ne veut pas dire que ce produit est bon. Et la différence entre le consommateur et le citoyen me semble être une différence importante. En disant cela, et en essayant de penser cela, je pensais à la différence que Rousseau établit entre le citoyen et le bourgeois. Chose qu'on retrouvera chez Marx ensuite. Mais le bourgeois, dit Rousseau, c'est celui qui pense à son bien-être avant de penser au bien commun. Alors que le citoyen pense avant tout au bien commun avant de penser à lui-même. Et c'est très complexe, notamment dans nos sociétés de consommation, d'être citoyen avant d'être consommateur. Parce que ça nous engage dans des démarches éthiques qui sont parfois des démarches très difficiles et très délicates à mettre en place. Mais par rapport au numérique, il faut peut-être réfléchir en citoyen et non pas en consommateur. Que faire si finalement les outils qu'on développe nous apportent peut-être davantage de maux, davantage de mal, plutôt que de bien? Certainement, il faut les transformer. Il faut réussir à se saisir de ce qu'ils peuvent avoir de bon pour tirer de cela d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Et cela me ramène, du coup, à la question d'Internet. Internet est, dans sa conception même, un outil démocratique. L'objectif, quand Internet apparaît, fin des années 60, début des années 70, l'idée des fondateurs d'Internet, c'est de changer la société sans pour autant prendre le pouvoir. Mais par changer la société, il ne s'agit pas de la changer de telle sorte à rentrer dans des sociétés, des sociétés de contrôle. Il s'agit de changer la société en mieux. Il s'agit de changer la société de manière beaucoup plus démocratique. L'idée portée par rapport à Internet, c'est ça. Internet, c'est un réseau décentralisé. Un réseau décentralisé, c'est-à-dire que chacun a la même valeur à n'importe quel endroit du réseau. À partir du moment où on est connecté, on n'a pas plus de valeur parce qu'on est connecté à tel endroit qu'à tel autre. Évidemment, cette conception pionnière d'Internet qu'on retrouve, et j'exposerai un certain nombre de choses relatives à cela ensuite, qu'on retrouve encore dans certaines pratiques, cette conception va s'étioler progressivement, disparaître. Parce que les grandes entreprises vont y voir évidemment une source de profit et vont constituer un certain nombre de monopoles. Il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment un aspect non magique d'Internet. Internet, c'est pas magique. Internet, c'est des enjeux géopolitiques énormes actuellement et bien sûr des dispositifs techniques. Par rapport à ces monopoles qui se sont constitués, on se retrouve, et pour moi c'est un sujet de réflexion toujours assez intéressant, on se retrouve dans une situation un peu inverse pour la philosophie politique. Je m'explique. Dans la tradition de la philosophie politique, les individus
doivent être protégés de la toute-puissance de l'État. L'État, c'est ce qui risque à chaque moment d'écraser l'individu. C'est assez drôle, enfin c'est drôle, c'est pas drôle, mais comme ça, c'est un renversement de perspective qu'aujourd'hui, les États apparaissent comme l'unique moyen de protéger les individus des grandes entreprises, des monopoles, des entreprises qui seraient capables, parce qu'elles ont des pouvoirs supérieurs économiquement, politiquement aux États, il reviendrait aux États de protéger les individus. Et parce que les réseaux d'influence des grandes entreprises privées, problème de ce qu'on appelle les lobbies de manière générale, sont si puissants, aujourd'hui, il faut et il est nécessaire que les citoyens prennent en considération ces questions. La question maintenant, c'est comment ils peuvent le faire. Développer des outils citoyens, il y en a beaucoup. Alors, des outils citoyens, il y en a un grand nombre. Et le développement de ces outils, c'est une question politique. L'idée, et c'est au début ce que Sébastien Broca appelle l'utopie du logiciel libre, l'idée c'était initialement de permettre, de faire en sorte que ce soit la coopération entre les individus qui mettent en place des outils que tout le monde peut à tout moment modifier. C'est des systèmes d'exploitation comme Linux sur vos ordinateurs. On a l'habitude d'avoir Windows pour Microsoft, il y a Linux. Linux, c'est un logiciel que chacun peut télécharger, enfin c'est un système d'exploitation que chacun peut installer, qui se fait gratuit, et dans lequel l'ensemble du code qu'il y a derrière est accessible. Ce qui fait que, normalement, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un code qui consisterait à récolter toutes les données que vous faites sur tout ce que vous faites sur votre ordinateur. On peut penser à des outils comme LibreOffice, qui ont pour but de remplacer justement les outils Microsoft, etc. Ça, ce sont des outils citoyens. Évidemment, d'autres outils citoyens. Alors, en préparant cette conférence, je suis tombé sur ce qu'on appelle un MOOC en ligne. Je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs, ce MOOC qui s'appelle La Commune est à nous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, qui a pour but le développement du municipalisme. Et il est bien évident que ça fait aussi partie des outils citoyens. Le développement de la connaissance. Avoir conscience du monde dans lequel on vit et pouvoir agir en conséquence. C'est ce genre de choses qui aussi fait partie des bienfaits que sort du numérique. Je crois que, en termes de connaissances, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès à autant de choses. Maintenant, encore faut-il avoir envie de s'y intéresser. Et ça, c'est une autre question. Mais il y a beaucoup d'outils citoyens qui relèvent de ce genre d'éducation, d'éducation populaire, on va dire comme ça, et qui permettent de s'intéresser, on va dire, au développement de la démocratie. On peut penser aux plateformes de démocratie participative, une plateforme comme Decidim. L'idée, par exemple, des plateformes comme celle-ci, c'est de développer des plateformes, donc c'est le développement des plateformes numériques au service du municipalisme et d'avoir une transparence tout au long du processus, du débat initial jusqu'à l'action politique. Alors, je souhaitais vous passer une petite vidéo, mais je ne pourrais pas le faire, justement pour illustrer ce que sont ce genre de plateformes. Ça a été mis en place par la mairie de Barcelone et par un certain nombre
de mairies qui essaiment progressivement, etc. Et qui permettent à l'ensemble des citoyens qui s'intéressent du coup à ces questions de pouvoir débattre, décider en ligne, tout en ayant évidemment ce processus de transparence. Je crois que c'est une des vertus aussi potentielles du numérique, de permettre davantage de transparence dans le débat. Ça pose évidemment cette question de la souveraineté numérique. Et ces questions de souveraineté, on en parle certainement pas mal dans l'actualité actuellement. Mais la souveraineté numérique, c'est évidemment la question de savoir ce que l'on fait et d'être propriétaire de l'émission des données jusqu'au stockage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces questions autour du cloud souverain, en Europe notamment. Bon, le problème du cloud souverain en Europe, c'est qu'aujourd'hui, sa conception est confiée à Google. Bon, autant vous dire que de souverain, il n'en aura peut-être que le nom, mais l'avantage, c'est que tout le monde se rend compte un peu de l'ineptie que c'est. Bref, question citoyenne, hein. Comment être souverain par rapport au numérique? Comment s'assurer que les données que j'émets vont rester les miennes, indépendamment des grands groupes, on va dire, qui pourraient les exploiter. Et ça m'amène certainement à un dernier point, c'est la question de l'éducation au numérique. Développer des outils citoyens, ça passe par être capable de s'éduquer au numérique. L'initiative, je pense à quelque chose dans l'éducation nationale, je ne sais pas, pareil, si vous avez entendu parler, c'est la question de la certification KICS. C'est une certification qui a pour but d'attester un certain degré de compétence dans les domaines du numérique, et l'ensemble des étudiants, alors ça va jusqu'à l'université, hein, mais du collège jusqu'à l'université, doivent faire un parcours à partir duquel ils vont développer un certain nombre de compétences et du coup être à l'aise avec l'outil numérique. C'est une certification qui est pas mal faite, je crois. Le contexte dans lequel c'est fait dans le cadre de l'éducation nationale est très critiquable, mais en soi, cette certification, que vous pouvez, je crois, tous faire, cette certification, elle peut être extrêmement utile pour justement développer une sensibilisation aux questions numériques. Et il y a des questions relatives à la protection des données, il y a des questions relatives justement au monde numérique et à sa résonance, ce qu'il change, ce qu'il transforme. Développer des outils citoyens, je crois que ça passera donc par ces questions d'éducation, savoir ce que l'on fait, avoir conscience de nos actions. Parce que c'est jamais anodin que d'aller sur Internet, c'est jamais anodin que d'utiliser des outils numériques, et c'est jamais surtout anodin de se connecter à un réseau à partir duquel il serait possible de dialoguer, d'interagir avec d'autres personnes. Donc voilà, c'était pour présenter un petit peu les différents outils à notre disposition et peut-être ouvrir cette question de comment est-ce qu'actuellement on peut contrer cette mainmise sur l'ensemble de nos outils de la part des grandes entreprises privées. Et je crois vraiment qu'on gagnera en termes de liberté, en termes de débat démocratique, à partir du moment où on aura le contrôle des outils que l'on utilise. Ce contrôle, il passe par une dimension pleinement consciente de ce que l'on peut dire et de ce que l'on peut faire. Ce qui m'ouvre sur peut-être une conclusion. Vers quoi est-ce qu'on s'oriente actuellement? Je crois qu'il y a des motifs d'espoir. Je n'ai pas envie d'être complètement pessimiste par rapport à la situation. Je crois qu'il y a des motifs d'espoir. Parce que la prise de conscience, notamment européenne, de l'incidence que peuvent avoir les géants américains
voire ceux qui sont encore dans l'ombre, mais qui arrivent aussi progressivement, les géants chinois, peuvent avoir, tout ce que ces géants peuvent avoir de mauvais par rapport justement à nos réglementations européennes. Et c'est une question qui se pose à plus forte raison aujourd'hui, et je suis très attristé de voir que finalement le débat aussi politique actuel en France ne pose quasiment pas ces questions. Évidemment, le numérique, c'est aussi une question écologique, mais celle-ci, je vais laisser de côté là, mais ce n'est pas sans incidence non plus sur l'état de notre planète quand on voit la consommation, évidemment, que coûte la production d'outils numériques en masse. Et c'est quelque chose qui, je pense, serait à prendre en compte dans le débat pour les années à venir. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous propose une petite séance de questions, si vous en avez, sur des choses que j'ai pu formuler sans trop rentrer dans le détail, et sur des choses que j'ai pu exprimer sans trop les développer. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, ce que je vais vous proposer, c'est quel regard, c'est une question moi de ma part, quel regard, peut-être quand on n'est pas non plus né avec l'ensemble de ces outils, quel regard est-ce qu'on porte dessus aujourd'hui? Un regard d'incompréhension totale, une inquiétude, une indifférence, je ne sais pas trop quel peut être votre regard si vous n'êtes pas familier de ces outils numériques. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs générations dans cette salle. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu pour chacun, comment vous vivez le numérique, parce qu'il y a ceux qui, je vois un jeune homme là qui doit, je pense que vous êtes plus ou moins né dans le numérique, à peu près, plus ou moins, voilà. Et puis il y a des gens un peu plus âgés qui l'ont découvert en cours de route. Ça peut être intéressant d'avoir un peu votre opinion là-dessus, de savoir un peu comment vous avez tous un téléphone portable ou un ordinateur chez vous, j'imagine. Est-ce que vous en servez? C'est facile, c'est pas facile? Comment vous le vivez? En termes d'échange, de réaction, effectivement, le problème que me pose moi le numérique, c'est la virulence que peuvent avoir les interlocuteurs derrière leur écran, qui n'est pas du tout la même que celle qu'ils auraient assis dans une salle. Donc de ce côté-là, je pense que déjà ça fausse un peu le débat. Après, je me demandais en termes de vote, par exemple, c'est peut-être un bon moyen pour inciter les gens à plus voter que d'avoir un outil numérique performant, sécurisé, qui permette, dans un premier temps, je ne veux pas non plus trop m'étendre sur le sujet du vote, parce que c'est un sujet sensible, mais bon, dans un monde meilleur, on peut imaginer que le vote sera devenu autre chose, et qu'avec un outil numérique, on pourra inciter plus de personnes à exprimer leur opinion par ce biais-là. Peut-être pour... je ne sais pas si quelqu'un veut réagir après, pas pour monopoliser la chose, mais je crois qu'effectivement, pour le vote, la question se pose de savoir si davantage d'outils numériques, davantage par exemple d'utilisation davantage de l'outil numérique en termes de consultation des populations, entraînerait davantage d'intérêt pour justement la politique. Et je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, quelle est votre opinion là-dessus, mais je ne crois pas que l'outil technique puisse résoudre le désintérêt que la plupart des gens peuvent avoir pour cela. Premièrement parce que peut-être ce qui fait, pourquoi des gens vont s'intéresser à la politique, ou pourquoi des gens vont s'intéresser au débat démocratique, c'est parce qu'ils y trouvent du sens. Et je crois qu'on fait face
actuellement à une perte de sens totale des élections. Je crois que c'est le constat que vous faites par rapport justement aux décisions même locales qui sont prises. Bon, voilà. Il y a une perte de sens. Et on ne redonnera pas du sens au débat démocratique simplement en utilisant davantage de consultations, davantage d'outils numériques. Et je pense même que en consultant davantage des gens par cet outil-là, ce qui se produit, c'est potentiellement qu'on exclut aussi une partie de la population qui n'aura pas accès à ces outils. Certainement, redonner du sens au vote, voilà, consultation peut-être, avant de développer les outils qui permettront de prendre connaissance de ce que pense telle ou telle personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà. Mais il me semble que c'est un problème de sens avant d'être un problème d'accessibilité, on va dire, à la possibilité de déterminer oui ou non je veux que ça se produise. Je crois que les plateformes, justement comme Decidim, c'est les problèmes qu'elles rencontrent, ce genre de plateforme de consultation populaire. Parce que s'il n'y a pas une démarche qui est faite de grande promotion, de faire rentrer ça dans des pratiques régulières pour les citoyens, etc., en fait ça ne fonctionne pas. Et toute notre difficulté, elle est de faire en sorte que précisément la question politique devienne une question centrale. Et quand je vois l'état du débat politique, là, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est toujours les mêmes trucs en boucle avec. Voilà, je ne sais pas votre regard dessus, Amel, ce que vous en dites. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'il y a un problème d'intérêt politique en France. Ceci dit, je rejoins quand même monsieur parce que on voit par exemple quand les gens sont absents le jour des élections, qu'il faut faire une procuration, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut se déplacer, je crois au commissariat, faire une signature, etc. Et je me dis que le vote électronique, au moins, permettrait aux gens qui sont absents de leur domicile au moment du vote de voter quand même. Voilà. Est-ce que tu es sûr que c'est pas un faux problème? On ne gagnerait pas grand-chose, mais peut-être quelques électeurs. Voilà. C'est pas quelque chose qui est très très développé, mais je pense que ça peut résoudre un petit peu. Je voudrais compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, j'ai fait des raccourcis énormes, parce que si vous voulez, pour moi, le vote, c'est l'aboutissement dans un monde meilleur. Pas du tout. Donc, je vais parler parce que ça faisait partie un peu du débat. Mais effectivement, pour moi, le sujet, il est en amont. Tant qu'on sera cantonné à avoir juste le droit de voter, c'est pas la peine d'espérer un débat politique. Aujourd'hui, le débat, il est mort, comme disait Anthony. Quand on écoute la télé, je ne l'écoute plus d'ailleurs, parce que ça me fait vomir. On ne peut plus avoir un débat normal. Donc il faudrait faire tout ce que vous avez sûrement déjà un peu abordé avec les conférences précédentes et avec d'autres, j'espère, sur la démocratie tout court, où peut-être on arrivera à refaire quelque chose. On a été dépossédé de la chose politique, où on s'est délesté trop intensément de la chose politique. Aujourd'hui, il faut reprendre tout ça en main et refaire tout le chemin. Donc le vote viendra après, sûrement, mais ce sera très long de faire le chemin pour récupérer tout ce qu'il nous faudrait pour que ça change. Oui, tu pointais le problème de la virulence des individus derrière leur écran. Effectivement, c'est aussi un problème du débat tel qu'il pourrait se dérouler aussi via des outils, via des forums, via des choses comme ça. On ne sait jamais véritablement à qui on a affaire quand on lit un commentaire ou des choses comme ça. Et souvent, on se demande est-ce que la personne est vraiment sérieuse ou pas. Et ça empêche vraiment de rentrer dans un débat en profondeur. C'est dommage parce que je crois que justement la lecture, le fait de voir des choses écrites, ça permet de penser, ça donne du temps, ça laisse du temps. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'avoir des réactions live, on va dire comme ça, sur des débats par exemple, ça laisse pas le temps de penser. On est vraiment, ce que je disais, on est vraiment l'épidermique, vraiment dans quelque chose. Voilà. Et sur les forums, c'est ça qui se produit en fait, sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, on aura oublié demain ce qu'on a dit la veille parce qu'on a réagi comme ça et
et ça va à une telle vitesse que sur les réseaux, en fait, une information d'il y a 3 jours, c'est déjà une information qui est disparue. Hein. Donc il y a un processus d'accélération de l'information qui est horrible, et une amnésie aussi généralisée. Voilà. Voilà. On oublie vite. Hein. Ça s'enchaîne vite. Et ça s'enchaîne vite. Moi, je ne sais même pas si c'est une question d'amnésie, c'est une question de rapidité, de vitesse d'information en fait. Où on ne peut pas suivre. Enfin, nous, nos cerveaux, en tous les cas à notre âge, ont peut-être plus de difficultés à suivre que quelqu'un de votre âge à vous. Non, je crois que c'est pas une question d'âge. Ouais, c'est vraiment que dans le débat, dans ce dont on parle à l'instant T, ça va à une vitesse folle que personne ne peut suivre en fait. Et voilà, des événements qui ont pu se produire, je sais pas, là, en fin d'année ou début d'année, ça semble tellement lointain. Je parlais tout à l'heure des comptes de Donald Trump qui ont été supprimés. Ça me semble être il y a une éternité en fait. C'est assez incroyable, voilà, même dans un contexte, c'était l'année dernière l'envahissement des États-Unis. Bon, je veux dire, ça va à une telle vitesse, et c'est une caractéristique du numérique, ça, cette circulation à une vitesse folle de l'information, qui fait qu'il y a un tel surplus d'informations qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait plus d'informations du tout. Et je crois que c'est ça, c'est cette masse dans laquelle d'un coup on est noyé qui fait qu'on n'arrive plus à traiter ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Et le problème, c'est que ceux qui vont du coup dire telle information est pertinente ou non, elles vont le faire, je disais au début, en fonction des réactions. Et on se retrouve à avoir cette espèce de redoublement et d'un débat qui tourne en rond, en fait, toujours sur les mêmes questions qui reviennent et qui vont s'alimenter de cette manière-là. Je crois que si quelqu'un comme Éric Zemmour peut aujourd'hui prétendre être candidat à la présidentielle, c'est pas anodin que ce soit quelqu'un qui intervenait sur des chaînes d'information en continu, qui était, je sais pas comment on dit. Mais votre question était différente. Vous avez posé la question suivant les générations. Oui. Comment vous vivez le numérique chaque génération? Là, il y a 3 générations, peut-être. Est-ce qu'on la vit de façon différente? C'était ça votre question. Alors, comment est-ce que vous la vivez? Comment est-ce que vous la vivez? Moi, je ne vis pas de numérique. Personnellement, moi j'ai un écran. Par contre, je me sers de mon écran, mais le smartphone, je m'en sers pratiquement pas. C'est tout à fait différent. Je veux pas tandis que quelqu'un de 20 ans ou de 30 ans se sert systématiquement de son smartphone. Il paye avec le smartphone. Moi, je me suis fait hacker, donc déjà, ça c'est autre chose. Donc moi, le smartphone, je ne m'en sers pas. Un jeune de 30 ans, ou vous, par exemple, vous faites tout sur le smartphone. Vous avez tous les textes sur le smartphone. Moi qui suis vieux, et je l'ai sur mon écran, mais je l'imprime. Oui. Voilà. Je le garde. Vous, comment vous faites? Moi, je suis un peu entre deux. Avant, j'étais comme vous, j'imprimais. Maintenant, j'ai tendance, parce que j'ai plus d'imprimante déjà, j'ai tendance à regarder sur mon PC, pas sur le téléphone spécialement, mais sur le PC, effectivement. Et alors, ce qui me choque le plus, ce sont les étudiants. Alors, ils ont. Donc, vous transportez votre comment ça s'appelle? C'est un ordinateur, un portable. Moi, j'ai un autre ordinateur, pas portable, je ne le veux pas. Et les étudiants, je ne sais pas comment ils font les cours. Quand ils prennent des cours, ils arrivent moi, quand je prenais des cours, j'avais des papiers, je faisais des flèches et tout. Eux, je ne sais pas comment ils font pour travailler leur cours. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est compliqué pour les. Comment? C'est compliqué. C'est compliqué pour eux? Oui. Je pense pas, puisqu'ils font tous comme ça. Non, mais j'ai 2 filles étudiantes pour l'instant, et dont une en fac, et elle m'explique que pour prendre les cours, c'est très compliqué, parce que le prof, du fait qu'il y a le numérique maintenant, il peut faire défiler, par le biais d'un vidéoprojecteur ou autre, il peut faire défiler une trentaine de polycopiés au tableau à vitesse grand V.
Oui. Et alors qu'avant, quand ils devaient gratter, écrire des cours, c'était beaucoup plus lent. Donc maintenant, ils arrivent quand même à un niveau de connaissance, enfin de communication, de connaissances sur une heure qui est beaucoup plus important qu'à notre génération. Et les étudiants essaient de taper en même temps, mais bien souvent les cours sont... Alors, beaucoup de profs maintenant donnent des cours sur Internet, dans les réseaux ENT de l'éducation nationale, ce qui fait qu'ils les récupèrent derrière. Mais quand les profs ne le font pas, il y a quelques profs qui ne le font pas, c'est très compliqué pour les étudiants d'avoir les cours, en fait, parce que effectivement, ils essayent de taper, mais ils n'arrivent jamais à prendre toutes les informations à l'instant T. Mais beaucoup de profs, effectivement, mettent les cours sur Internet à disposition des étudiants. Donc, si les étudiants, ils prennent juste quelques notes, en fait. D'accord. C'est Pour pas revenir simple, à c'est la pas démocratie maintenant, est-ce que la démocratie, c'est pas une utopie? Je l'aborderais comme un espèce de principe régulateur, je dirais. C'est un objectif qu'on doit viser. Ouais. C'est possible que la démocratie soit une utopie dans sa forme plus pure, hein. Ouais. Mais notre objectif est certainement de tendre vers cette forme la plus pure. Mais prenez Macron par exemple. Alors, il y a des gens qui votent pour Macron, il y en a qui ne votent pas pour Macron, mais lui, il a vendu sa formule en démocratie et il ne fait pas de démocratie. Ben, si ce n'est qu'on est un pays libre, mais ce n'est pas la démocratie, comme au sens participatif. Non, c'est la différence que je faisais entre le gouvernement représentatif et on va dire la démocratie. Quand on élit des représentants, on élit des gens qui vont voter des lois pour nous. Bon, tout en sachant que quand on n'a aucun contrôle sur ce que vont faire réellement ces représentants, on est dépossédé, quelque sorte, de notre pouvoir politique. L'idée, peut-être, précisément que le numérique pourrait potentiellement remettre plus de démocratie directe dans le gouvernement représentatif. Mais en même temps, ce n'est pas dans l'intérêt aussi de ceux qui ont le pouvoir dans un gouvernement représentatif. Donc, effectivement, la démocratie peut être envisagée comme quelque chose d'utopique, mais ce n'est pas parce que c'est utopique qu'il faut y renoncer. Et j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un principe qui doit nous guider quand il s'agit de déterminer si une mesure politique est bonne ou mauvaise. Est-ce qu'elle est démocratique ou non? Vous y croyez? Je crois. La démocratie participative. Je pense que. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de croyance, mais je crois dans un idéal d'éducation, oui. Oui, vous tendez vers. Oui. C'est-à-dire que ça doit être, je crois, un principe, il s'agit de déterminer est-ce que telle mesure est bonne ou mauvaise. Est-ce qu'elle met en place, est-ce qu'elle vise davantage d'égalité, est-ce qu'elle vise davantage de liberté? Oui, ben, ma femme y croit aussi, mais quand il y a combien de gens qui y croient, ça serait bien de voter. Mais comme il dit, croire, c'est pas le terme juste. On est dans un système qui est allé au bout, qui est essoufflé, qui est éculé, qui est à bannir. Donc pour le bannir, il faut mettre autre chose en place. La démocratie représentative, enfin, participative, me paraît être une solution intéressante. Non, pour la mettre en place, il faut faire un peu table rase de ce qui existe et mettre autre chose en place. Alors, je ne sais pas si nous y sommes prêts. On voit qu'il y a des mécanismes de coopération entre les individus, il y a possibilité à petite échelle de fonctionner effectivement de manière beaucoup plus démocratique. À grande échelle, évidemment, il y a toujours cet écueil du nombre. Bon, voilà, tout le monde ne peut pas débattre ensemble dans une salle. Mais c'est comment est-ce que, par rapport à cette réalité, on met en place un certain nombre de choses qui nous permettent en fait de viser davantage d'égalité, de liberté. Et je crois que du coup, un certain nombre d'outils numériques doivent permettre de faire cela, mais à condition que ces outils soient développés par des citoyens eux-mêmes et qu'il y ait un contrôle à chaque moment sur les outils dont on se sert. Parce que sans remettre à d'autres personnes pour concevoir ces outils, à des entreprises privées notamment, ça ne peut pas fonctionner. Parce que leurs intérêts ne sont pas des intérêts de ceux du bien commun, j'ai envie de le dire comme ça. C'est toujours cette tension qu'on a entre l'intérêt du groupe, l'intérêt d'un petit nombre d'individus et l'intérêt de tous. Et je crois que Rousseau disait magnifiquement que un gouvernement démocratique ne convient pas à des hommes, ne convient qu'à des dieux.
C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes sont incapables de passer outre leur petite personne, c'est pas dit comme ça, mais leurs intérêts personnels. Et que pour qu'il y ait une démocratie, il faudrait qu'à chaque moment, l'ensemble des individus visent le bien de tous. Voilà. Mais Rousseau le savait que c'était utopique. C'est pour ça qu'il dit, bah non, ça ne convient pas à des hommes, ça ne convient qu'à des dieux. Et oui, mais est-ce qu'il faut y renoncer pour autant? Sauf que les dieux faisaient partie de la mythologie. Oui, je crois que quand il dit ça, ça doit être un contrat social. Quand il dit ça, c'est pour dire on va essayer de faire avec ce que l'on a. Mais en même temps, Rousseau il écrit les 1000, et dans les 1000, il y a cet idéal de l'homme éduqué, justement, qui va être capable de passer outre justement ça, de voir la globalité plutôt que son propre intérêt. Et je crois qu'on en est capable à certains moments de se dire voilà, c'est le bien commun avant tout le reste, et moi tant pis. Enfin, l'idée c'est que si tout le monde vote uniquement dans son intérêt personnel, bah, ça ne peut pas fonctionner. Non, il faut que quand on aille voter, on le fasse aussi en ayant vu le bien de tous, plutôt que uniquement son bien propre, le bien de sa classe sociale. Voilà. Et oui, c'est peut-être utopique, mais je crois que c'est un principe auquel il faut tenir, parce que c'est la condition de pouvoir agir de manière éthique, je ne sais pas. Mais possible que ce soit une forme d'idéalisme. Voilà. Bon, alors la prochaine fois, qu'est-ce qu'on voit? C'est Annick qui parlera du coup semaine. Du municipalisme libertaire, justement. Ce qui est une forme de démocratie directe. Donc voilà, ce sera la semaine prochaine? Oui, c'est même ça. heure, même endroit. Semaine Même prochaine. jour, même heure, même endroit. Donc voilà, ce ne sera pas la question du numérique, mais s'il y a une petite chose à retenir, c'est ça, faire du numérique une question politique. Et que la condition pour que le numérique puisse être démocratique, c'est que ce soit une véritable question politique et que ce soit une question dont les citoyens se saisissent en développant eux-mêmes des outils qui ne soient pas des outils dans les mains des grandes entreprises, on va dire, du numérique auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Et voilà. Petit conseil lecture peut-être pour conclure. Ce petit livre de Dominique Cardon, qui est un sociologue spécialiste de la question numérique, qui a écrit d'ailleurs un livre, je ne l'ai pas là, qui s'appelle La démocratie numérique, publié en 2010, dans lequel il est relativement optimiste. Et il reste quelqu'un de très optimiste par rapport justement au numérique. Mais Dominique Cardon, Culture numérique, ça fait un petit bilan de ce que c'est qu'Internet, de tout ça, et c'est très intéressant à lire. Un livre peut-être plus philosophique, qui reprend d'ailleurs, qui commence par le petit texte, l'analyse du Phèdre de Platon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Technopolie, de Neil Postman, qui est assez intéressant, comment la technologie détruit la culture, hein, qui est beaucoup moins optimiste que Dominique Cardon. Voilà, c'est un livre qui date des années 90, mais qui est vraiment pertinent et qui s'intéresse du coup à l'aspect des influences de la technologie sur notre conception de l'humain et sur notre culture. Et de manière un peu plus peut-être technique, mais Utopie du logiciel libre de Sébastien Broca, qui introduit justement cette question politique et philosophique, éthique de la démocratie dans la conception des logiciels mêmes, en montrant que finalement il y a une forme d'utopie du logiciel libre, mais que c'est une utopie qui doit guider aussi notre manière de concevoir et de concevoir le numérique. Dans les coordonnées de l'association. Très bien. Et je m'arrête là pour ce soir. Merci. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la conférence d'Annick Steve. Et bien sûr, l'association Amel. C'est utile, hein? Non,